Bonsoir à toutes et à tous, c'est TNK Foot et cette fois-ci on se retrouve pour un débrief, non pas pour un match du PSG, non pas pour un match d'une équipe nationale, non pas pour un match d'une équipe européenne ou une des deux équipes européennes, pas du tout. On se retrouve pour un match de la finale de Copa Libertadores, un petit débrief qui sera assez court, qui sera fait par quelqu'un qui en parlera en toute humilité. On essayera de faire au mieux. Sans plus tarder, passons directement au générique de cette vidéo. Donc on va commencer par la composition des deux équipes. Et après ça, on parlera du match, mais avec beaucoup de recul. Et comme je vous l'ai dit, avec beaucoup d'humilité. On va pas prendre de haut le football sud-américain de façon générale. Je vais vous parler après de, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, de pourquoi j'ai de l'affection envers une des deux équipes, notamment ici Flamengo. Et ensuite, on parlera du match de façon générale, ce qu'on a pu en penser, pas ce qu'on a pu en conclure, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai envie de prendre du recul sur tout ça. J'ai pas envie de les juger très rapidement. Et après, on essaiera en tout cas de donner un petit aspect, un aperçu de ce match-là, de ce qu'on peut en tirer, des idées qui peuvent être données ou non par rapport au football, notamment européen, qu'on regarde beaucoup, nous. Donc, comme je vous l'ai dit, par rapport à tout ça, on va essayer de prendre un recul et avoir un aspect extérieur, certes, mais sans énormément de jugement ni dédain. Surtout, c'est quelque chose que je tiens à rappeler. Donc pour les compositions d'équipe, encore une fois, je vais vous les lire parce que je les connais pas. Encore une fois, je connais pas tous les joueurs. C'est même si c'est deux grandes équipes, hein, attention, on les connaît très bien, Palmeiras et Flamengo. Je connais pas tous les joueurs, ça c'est normal. Je suis pas quelqu'un qui regarde énormément du football sud-américain. Mais je vous affiche en même temps ici les compos d'équipe, comme ça vous voyez. Bref, trêve de blablaterie, là je vous lis l'équipe. Pour Palmeiras, pardon, on va commencer par eux. C'est un 3-4-2-1 ou un 5-3-2-1, ça dépend comment on voit la chose. En tout cas, c'est Miguel au cage. Ensuite, Murilo, Gomez et Fuchs, ou Fours, ça dépend comment on prononce en défense. On a Kelvin et Piquerez sur les côtés, Veiga et Pereira en milieu de terrain, et Elias et Flaco Lopez en tant qu'attaquant, avec Vitor Roque en numéro 9. Même si, bon, pendant le match, justement, on a vu que c'était beaucoup Flaco Lopez et Vitor Roque qui étaient en attaque. Donc peut-être que là, la compo que je vais vous afficher des deux équipes directement, elle sera différente de la compo que je vous lis là. Non pas les joueurs, mais le dispositif en tout cas, tel qu'il est. Du côté de Flamengo, donc cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite. C'est Rossi au cage. Sur les côtés, on a Varela et Alexandro de la Juventus anciennement. En défense centrale, on a Léo Pereira et Danilo, l'unique buteur de ce match. Au milieu de terrain, on a Pulgar, le très vicieux Pulgar, avec Jorginho, qu'on a connu à Chelsea, vainqueur de l'Euro avec l'Italie, etc. Et en attaque, on a Samuel Lino, ancien de l'Atlético également à gauche. À droite, Georges Carrascal. En numéro 10, De Arrascaeta, ce joueur, je vais en parler longuement, mais le numéro 10 est la star de Flamengo. Et devant, Bruno Henrique, le joueur un peu plus âgé de 34 ans. Donc pour ce match-là, déjà, ça me fait énormément plaisir d'en parler. Je suis content parce que c'est pas souvent que j'ai l'occasion de non seulement voir, mais en plus de pouvoir débrief du match sud-américain. En soi, je pourrais, mais comme on est souvent axé sur l'Europe, on pense pas souvent à regarder à ce qui se fait ailleurs, on a le temps ou on y pense tout simplement. Et là, je suis content parce que j'en ai l'occasion et j'espère bien en profiter. Et ce match-là, vraiment, dès l'entame, c'est un match où tu sens que c'est rugueux, tu sens que ça y va, ils n'ont pas peur d'y aller. Et c'est pas, comme je l'ai dit dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir sur TikTok, c'est pas un match où tu te dis, ok, il y a de la pression physique, ok, il y a de l'intensité, mais c'est comme en Première Ligue, c'est comme en Ligue 1, c'est comme d'autres championnats d'Europe de façon générale, comme en Turquie par exemple, où tu pourrais te dire, ouais, bah, ok, c'est juste ça joue fort, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Non, là, tu sens que vraiment, c'est ça prend même de l'ampleur au point que il y a un contexte arbitral avec tout ça. C'est pas juste deux équipes où ça y va et ça s'arrête là. Non, dans ce cas-là, oui, c'est du football comme toutes les équipes. Là-dessus, c'est normal. Mais c'est surtout que tu sens qu'il y a un impact avec l'arbitre. Tu sens que les cartons rouges ou non, les cartons jaunes ou non, les fautes ou non, tout ça, de façon générale, il y a une pression autour de l'arbitre, je trouve. Et ça se voyait, et même justement dans sa chaîne, Zach Nani lui-même était en train de l'expliquer que ça arrivait souvent en Amérique du Sud, ce contexte-là. Par exemple, même Poulgar, où lui-même a beaucoup insisté là-dessus, et je le rejoins, il a dit que il aurait dû prendre justement ce carton rouge, là où il a pris uniquement un jaune, sur une action où justement c'était Fuchs, le défenseur de Palmeiras. Il y a eu une faute sur lui, il est au sol, Pulgar décide d'aller vers lui parce que le ballon est à côté de lui. Il ne tire pas dans la balle, il tire sur son tibia.
Et volontairement, ça se voit parce que c'est un jeu qui est arrêté à ce moment-là. Il n'y a pas de raison de vouloir taper dans le ballon et il tape super fort et uniquement sur son tibia. Là où le ballon est peut-être à, je sais pas, 20 cm, 30 cm à côté, donc il n'a pas pu se rater autant. Donc l'arbitre là-dessus, je sais même plus s'il regarde la VAR, mais en tout cas il met pas de carton rouge, il met qu'un jaune. Et bref, ce genre de choses, de façon générale, on l'a vu que dans le match, ça avait une ampleur, ça a un impact. Et comme je vous l'ai dit, là on a vu uniquement ce match, donc on peut pas en tirer de grosses conclusions non plus sur l'Amérique du Sud de façon générale, mais on voit qu'il y a certaines choses qui ont un enjeu quand même intéressant. Et pour parler encore une fois de pourquoi sur ce match-là, je soutenais de base Flamengo et du coup parler aussi un peu de ce que je pense de l'Amérique du Sud, tout ça c'est lié, c'est intéressant. Je fais une petite parenthèse là-dessus avant de reprendre sur le match. Flamengo, déjà, c'est une équipe que je regardais à l'époque justement, quand il y avait le confinement, etc. Je regardais beaucoup l'Amérique du Sud parce que les matchs, ils étaient tard et que souvent tard le soir, j'étais réveillé. Donc, on regardait les matchs à 2 heures, 3 heures du matin, etc. Et souvent, je regardais Flamengo. Et si je ne me dis pas de bêtises, en 2021, je les regardais, donc un an avant, ils avaient gagné justement la Copa Libertadores, à l'époque où il y avait encore même, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, je verrai, dans ce cas-là, je mettrai un astérisque. Mais il y avait aussi Rafinha, l'ancien latéral droit du Bayern, qui avait gagné la Copa Libertadores. Et peut-être même, je ne sais pas si je m'emporte, mais peut-être même il y avait Arturo Vidal. En tout cas, c'était une belle équipe de Flamengo et j'avais apprécié cette équipe. J'avais apprécié le fait qu'ils gagnent, etc. J'avais pas regardé encore l'équipe à ce moment-là. Entre-temps, j'avais regardé et il y avait déjà des joueurs de cette époque-là que j'ai revu aujourd'hui, comme Bruno Henrique, justement. Ça m'a fait plaisir. Et bon, il y avait aussi Pedro, le jeune joueur très talentueux, Pedro, qui est passé par la Fiorentina. C'était un peu un flop, si je dis pas de bêtises, en Europe. Mais là-bas, il est super fort. J'aurais aimé le voir encore une fois ce soir. C'est dommage, il était blessé. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu cette équipe-là, comment elle avait le sens de la gagne, comment elle était forte de façon générale, et c'est comme ça qu'on supporte des équipes, bah, ça a commencé à développer un petit kiff en moi qui a fait que j'ai commencé, je ne vais pas dire non plus supporter ou soutenir l'équipe, mais j'ai commencé à avoir une préférence pour cette équipe-là au Brésil. C'est un peu paradoxal, puisque en même temps, mon joueur préféré, historiquement, même si on va dire il est en fin de carrière, il joue encore, mais il est en fin de carrière, c'est Thiago Silva qui a été formé et maintenant rejoue à Fluminense, qui est quand même l'équipe rivale. Mais voilà, j'ai maintenant, comme je vous ai dit, une préférence pour Flamengo, mais je ne vais pas non plus dire que c'est une équipe que je supporte. Pour moi, les équipes que tu supportes globalement, tu peux en avoir une, allez, maximum deux. Comme moi, on va dire entre guillemets, j'en ai deux, comme on peut voir sur ma photo de profil. Il y a aussi Fenerbahçe, mais la première équipe que je supporte, c'est surtout le PSG. Donc là-dessus, je ne vais pas faire comme si je supportais une équipe dans chaque truc. Non, j'ai des préférences évidemment comme tout le monde, mais de là à dire ça, non. Encore une fois, sinon, je veux revenir sur le fait que je regardais à ce moment-là du football du coup sud-américain, parce que je regardais pas que eux, mais je regardais aussi en championnat, etc. Donc, ça permettait de voir d'autres joueurs, d'autres niveaux, etc. Et c'était super intéressant, parce que c'est un football qui est très différent, je trouve. En tout cas, je parle du football sud-américain en club, je précise. Il est très différent du nôtre en Europe, football en club européen. Je précise aussi, on ne parle pas de sélection nationale ici, parce que leur jeu, il est beaucoup plus justement axé sur je trouve en tout cas, sur le jeu, sur le fait que on puisse voir du jeu. C'est-à-dire que sur les 90 minutes, tu vois du jeu, tu vois des choses qui se passent, tu vois des actions, tu vois des choses qui sont tentées. Alors évidemment, le niveau à mon sens, et je parle de 2021-22 à cette époque, je ne parle pas du Brésil de 2025. Peut-être qu'entre-temps ça a changé. Mais en tout cas, je voyais beaucoup de jeux, beaucoup de choses faites, et évidemment, elles étaient, pour la plupart, elles étaient souvent mal faites, mais c'est normal, c'est quelque chose qui arrive. C'est comme tout à l'heure quand je vous ai parlé du match de Kanguinli contre Monaco, je vous ai dit qu'il tentait énormément de choses et qu'il ratait énormément de choses. C'est normal, c'est parce que plus tu tentes, plus tu as de chances de rater, comme tu as de chances également de réussir. Donc parfois tu vas réussir, ça va être magnifique, comme ça arrive avec certains joueurs comme Hulk qui a une patate phénoménale, et parfois tu vas rater des choses, mais de façon phénoménale aussi, ça va être horriblement mauvais comme choix. Donc là voilà, ça va dans les deux sens, mais au moins tu vois beaucoup de choses qui sont tentées, qui sont faites, etc. Et ça fait plaisir à voir. Donc c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et notamment je me disais un truc, je me disais Alan Saint-Maximin, s'il va en Amérique du Sud, il va s'éclater. Et entre-temps, ça fait plaisir de voir que, bon, c'est pas vraiment l'Amérique du Sud, mais il est allé au Mexique, et c'est quelque chose que j'avais kiffé, parce que quand il était encore à ses débuts à Newcastle, je me disais ça, et le fait de voir que maintenant il est allé vers, en tout cas, proche de ce continent-là, ça fait plaisir. Mais pour reparler de ce match-là, sinon, comme je l'ai dit, de façon générale, c'est une finale. Et une finale, ça ne se joue pas comme les autres matchs. Donc évidemment que tu vas pas avoir du beau jeu, évidemment que tu vas pas avoir ce que tu as vu sur tous les autres matchs que tu as pu voir dans une compétition.
Là, en l'occurrence, j'ai pas regardé les matchs précédents de Palmeiras ou de Flamengo, mais de façon générale, c'est comme ça que ça se passe. Je repense au match Liverpool-Tottenham en 2019, où Liverpool fait un... Vraiment, leur Ligue des Champions 2018-2019, elle est incroyable cette saison-là. Mais tu sais que la finale ne se joue pas pareil. Au bout de, si je dis pas de bêtises, 10 ou 15 secondes, t'as Moussa Sissoko qui se prend ce penalty. Et après ça joue de façon totalement. Le jeu est totalement fermé d'une équipe comme de l'autre. Enfin, d'un côté comme de l'autre. C'est juste un peu Tottenham qui, au fil du match, revient, pousse un peu, mais au final, c'est pas assez parce que le score était déjà fait. Liverpool savait comment maintenir le score et c'était fini à partir de là. Et là, ça a été un peu pareil pour ce match-là, Palmeiras-Flamengo. C'est deux équipes qui ont, surtout, j'allais dire surtout Palmeiras, ont essayé de tenter des choses. Parce que malheureusement, en fait, ils n'ont pas réussi à tenter. Et comme ils l'ont dit dans le match-là, je suis désolé, mon avis, peut-être qu'il est un petit peu biaisé parce que justement, j'avais les commentaires que j'ai écoutés, et notamment en français, où ça disait que Vitor Roque a beaucoup essayé de faire des choses que vraiment, tant bien que mal, il a essayé de faire des choses, de procurer des actions, tout ça pour Palmeiras, et il n'y a pas réussi. Mais comme il a été mal servi, et souvent c'était à lui d'aller chercher les ballons qui n'étaient pas bien placés sur lui, qui devait faire un pressing, qui devait vraiment batailler comme jamais pour réussir à prendre ses ballons. En plus de ça, derrière, tu dois réussir à faire potentiellement un contrôle, une poussée de balle et un tir. C'est beaucoup trop demandé à un seul joueur. Et comme il était souvent seul et mal servi en plus de ça, et que si il est mal servi, dans l'autre cas, il peut essayer de le faire de lui-même, donc aller chercher le ballon, et ça demande une énergie supplémentaire à réussir à faire, et en plus réussir, comme je l'ai dit, c'est compliqué pour lui. Donc, c'est pas lui qu'il faut en vouloir sur ce match-là, mais c'est quelque chose à prendre en compte sur le fait que Palmeiras a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Ils ont tenté de se créer des occasions, mais ils n'ont même pas véritablement réussi à s'en procurer, je trouve. À certains moments, d'accord, ils ont tenté, ils ont fait des choses, mais c'était beaucoup trop peu pour se dire, bon, sur le peu de fois où on va réussir à se créer des occasions qui nous permettent d'avoir potentiellement un tir, et bah potentiellement ce peu de tirs-là, qui vont être allés réduits à 3-4 grands max sur 90-95 minutes, et bah ça va être des tirs qui vont être cadrés, et non seulement cadrés, mais en plus de ça, qui vont être cadrés et marqués. C'était pour moi beaucoup trop rêveur de penser comme ça. Peut-être que ce n'était pas le but initial de Palmeiras, mais c'est ce qui a été au final sur ce match-là. Et du côté de Flamengo, ils ont beaucoup tenté. Ça, c'est quelque chose qui est bien, notamment sur le côté gauche avec Samuel Lino. Bruno Henrique, il a tenté des choses. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'équipe, de façon générale, elle a tenté des choses. Et même leur latéral droit, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a une teinture, je l'aimais bien. Ils ont beaucoup tenté des choses. Ils ont essayé de garder le ballon. Ils savaient comment le garder. Poulgar, comme je l'ai dit, Poulgar, il était vicieux, je trouve, sur ce match-là. Mais il a bien joué ce rôle. En fait, c'est un rôle que, personnellement, j'aime pas. Ce rôle-là de joueur vicieux, rugueux, qui vient aller sur les autres. Comme on l'a vu, un moment, pour justement ramener le trophée de Copa Libertadores, il y avait Felipe Melo. C'est quelque chose qu'il savait très bien faire, lui aussi. Être vicieux comme ça. Mais qu'on le veuille ou non, c'est le football qui est comme ça et parfois tu as besoin de ce genre de joueur. Comme on a souvent en Europe, on le cite souvent, mais il n'y a pas que lui, il y a Cucurella qui est comme ça. C'est un joueur qui te permet de gagner des matchs, que tu le veuilles ou non. Ok, c'est super relou, c'est un joueur que tu n'aimes pas et personnellement, je pense que même s'il était dans mon équipe, j'aurais pas aimé ce style de jeu. Mais c'est des choses qui servent à une équipe. C'est ça parfois qui te permet de gratter quelques minutes, faire que tu peux avoir un penalty pour ton équipe, fait que l'équipe adverse peut se prendre un carton rouge, un carton jaune. À cause de ça, on se souvient contre nous, en Coupe du Monde des clubs, il a réussi à énerver João Neves au point qu'il lui tire les cheveux et qu'il se prenne un carton rouge. Le match, il ne s'est pas joué là-dessus parce qu'on était déjà mauvais, on allait déjà perdre ce match, mais c'est une conséquence qui va en leur faveur, qui fait que derrière, tu peux te rassurer et tu peux gagner un match. Donc, ce genre de choses, qu'on le veuille ou non, ça compte. Et les Argentins, notamment, ils le font beaucoup en Europe. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Pulgar, son match, il a rempli son rôle au final. Vraiment, une mission réussie pour lui. Et ils ont gagné le match. Ils ont réussi. J'ai oublié de parler également du plus important, le but. Le but de Danilo qui a été un but vraiment... C'était tout droit, c'était efficace. Corner, il met une tête, personne n'est sur lui. Il saute plus haut que les autres alors qu'il n'est même pas super grand. Et la tête, enfin, le but, il finit en... Je ne sais même plus s'il finit en pleine lucarne, mais il finit super haut, à ras de la barre transversale. Et c'est but. À partir de là... C'était le match, j'ai envie de dire qu'il était. En fait, il était déjà scellé, je trouve. Mais là, il était davantage scellé. En plus de ça, Pulgar qui ne se prend pas un carton rouge. Et Palmeiras, tant bien que mal, indépendamment du score, ils ont tenté de faire des choses. Ils n'ont pas forcément réussi, mais ils ont tenté. Et au final, tu vois que Flamengo, en fait, est juste supérieur. Je pense qu'ils avaient juste une qualité de jeu supérieure, des joueurs d'un niveau supérieur Flamengo.
Et c'est tout à leur honneur. Et comme je l'ai dit également dans mon autre TikTok, ils ont aussi un entraîneur qui est excellent. Philippe et Luis, ça fait pas très longtemps qu'il est entraîneur, si je dis pas de bêtises, ça fait moins de 5 ans. Ça doit même faire peut-être, aller 2 3 ans grand maximum. Et pour autant, c'est un entraîneur qui sait très bien ce qu'il fait, qui gère super bien son équipe, qui connaît très bien le pays, les joueurs, le championnat, le club, parce qu'il y a joué aussi précédemment. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est super intéressant et vraiment, je suis optimiste pour sa carrière d'entraîneur de façon générale pour la suite. Parce que Philippe et Luis, pour moi, ça peut être totalement la relève de Diego Simeone. En fait, je le vois gros comme une maison, je pense, et j'espère que ça sera le cas pour lui parce que il a le niveau pour. Peut-être pas, en tout cas, je pense pas que Diego Simeone soit dépassé. Mais s'ils ont besoin d'un nouvel entraîneur qui ressemble un peu à ça et qu'ils ont envie de restructurer l'Atlético, ils pourront compter sur Philippe et Luis peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais pas tout de suite, tout de suite. Je ne parle pas à court terme ou peut-être à moyen terme, à voir. Mais si tu as besoin d'un entraîneur, plus tard, tu sais qu'il pourra être là. Et même, Philippe et Luis, pour moi, c'est un entraîneur qui a. Déjà, Flamengo, c'est très fort de pouvoir les entraîner et gagner une Copa Libertadores avec eux. Et je pense que tu peux même aller au-delà de ça et entraîner une équipe du top 5 européen, facile. Tu peux entraîner des clubs qui jouent, par exemple, tu peux commencer petit à petit aux Pays-Bas, tu peux entraîner des clubs qui jouent la Ligue des Champions, mais vas-y, tu sais que l'objectif, c'est pas aller en demi-finale ou finale de Ligue des Champions, le dernier carré. Tout ça, en tout cas, ça me laisse très optimiste pour la suite avec Philippe et Luis, pardon. Et j'espère que de façon générale, Flamengo, ils vont faire de bonnes choses. Parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, nous, de façon générale, comme je l'ai dit, de notre point de vue, en regardant enfin, essentiellement surtout du football européen, c'est difficile d'avoir un aspect extérieur de tout ça et se dire, ok, le football africain, le football sud-américain ou autre peut être intéressant. Je dis pas forcément meilleur que le football européen, attention. Pour moi, le football européen, ça reste quand même le top niveau. On parle juste de niveau, pas de plaisir. En termes de plaisir, franchement, j'ai plus eu de plaisir à regarder du football sud-américain que européen. Et quand je dis européen, j'englobe tout. Je sais que c'est mettre tout dans le même panier, c'est faire une généralité, mais c'est pour parler de façon globale. Mais si on doit parler de niveau, nous on est au-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on peut dire de chaque championnat, de chaque équipe, de chaque sélection, de chaque. En fait, tout, vraiment tout est possible. Il faut prendre, comme je l'ai dit, avec beaucoup de recul. Et quand je vois ça, moi je trouve ça juste super intéressant. Donc je me dis, j'espère qu'en fait, déjà ils ont fait de bonnes choses en Coupe du Monde des clubs, que ce soit eux, que ce soit Fluminense ou d'autres équipes sud-américaines qui sont allées loin. Et quand tu vois qu'en plus, bientôt, il y a la Coupe intercontinentale, potentiellement que le PSG, on jouera contre eux, et j'espère vraiment qu'on jouera contre Flamengo, parce que j'ai envie de voir ce match-là. Je pense qu'ils vont proposer beaucoup de choses et qu'ils vont en choquer plus d'un. Je dis pas qu'ils vont gagner contre nous, attention, mais qu'ils vont proposer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme ils l'ont fait ce soir. Et je trouve ça super intéressant et vraiment, c'est des choses comme je vous l'ai dit, juste le fait de découvrir d'autres choses, d'autres facettes, d'autres aspects du football, pour moi, ça fait toujours kiffer. Il faut pas juste rester uniquement sur nos acquis de ce qu'on connaît, sinon ça nous fait pas avancer. Comme je vous l'ai dit, on peut, mais personnellement, je trouve pas ça intéressant. Sinon, en fait, je voulais parler également des tops et flops de ce match, mais j'en ai pas forcément. C'était deux équipes différentes qui ont joué en football différent. Peut-être que je mettrais Vitor Roque parce que tant bien que mal, il a fait un bon match, vraiment. C'est juste que bah, il peut pas, c'est pas du football, c'est pas 1 contre 11, non, c'est 11 contre 11. Donc lui tout seul, c'était compliqué, mais de façon générale, sinon, peut-être que je mettrais le latéral droit. Comme je vous l'ai dit, j'ai oublié son nom, mais lui, je l'ai kiffé. Il était super fort, le latéral droit de Flamengo. C'est pour lui, pour moi, je pense que c'est lui l'homme du match. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le découvrir et de voir comment il était. En tout cas, c'était tout pour ce débrief. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. Je suis un peu épuisé parce que le match s'est fini très tard et j'ai regardé également la cérémonie à la fin quand ils ont soulevé le trophée, etc. C'était plaisant à voir. On se dit à une prochaine pour la vidéo du latéral droit. Cette fois-ci, j'oublierai pas. Le latéral droit du PSG, on parlera de ce rôle-là. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot comme je vous l'ai dit. Salut!